Sixbel Musangafor. Kuri radio, télévision et chakwe. J'espère et je suis convaincu que l'Afrique doit être encouragée à trouver sa démocratie authentiquement africaine, sa démocratie authentiquement rwandaise. Et ce n'est pas les Belges qui, avec le mode d'emploi qui vient avec, n'est-ce pas, voudrait continuer à imposer sa vision de la démocratie. Donc que la démocratie soit la démocratie cogitée par la FPR et par d'autres forces politiques du Rwanda, je l'accepte. Mais les droits de l'homme, là, il s'agit de valeurs universelles que nous partageons. Blanc, noir, sud, nord, est, ouest, des valeurs universelles que nous tenons à promouvoir dans le monde entier, y compris au Rwanda. Et le FPR nous a un peu trompés avec ce discours au début des années 90 et aujourd'hui encore pose question, pose problème pour ce qui concerne le respect des droits de l'homme au Rwanda actuellement et où la lutte contre l'impunité a également son droit d'existence. Deuxième question générale, comment se fait-il que tant de Rwandais sont tombés dans le piège de la radicalisation? Qui y avait intérêt? Habyarimana, la CASU, le réseau Zéro, la Belle Famille, Kagame, le FPR, les puissances internationales, les Américains, l'administration Clinton, les multinationales américaines qui visaient déjà le contrôle des richesses minérales de l'Est du Congo. Beaucoup de questions. Maintenant, très rapidement, d'autres questions qui vous sont familières, encore plus à vous qu'à moi. Fred Koigema. L'histoire de Fred Koigema, la disparition de Fred Koigema. Un accident, une volonté délibérée de le supprimer, un agent embêtant, Habyarimana, complice ou otage. 30 ans plus tard, j'étais un critique, Habyarimana, pas négatif, mais un critique constructif, qui ne voulait pas sa disparition, mais qui voulait notre diplomatie belge l'encourager à composer, à faire des concessions, et à faire encore des concessions pour la mise en place des institutions de transition. Mais je suis 30 ans plus tard, je ne peux pas encore affirmer haut et bas qu'il était responsable, acteur ou otage d'un emploi. Je parlais de la CASU, du réseau Zéro. Moi, j'ai toujours pensé qu'il existait un réseau Zéro. Maintenant, il y a des gens des voix qui se lèvent et qui contestent, peut-être pas l'existence, mais les agissements d'un tel réseau. Donc, là encore, des questions à résoudre. Assassinat politique entre 92 et 94, en Sicile, Katabazi, Pichiana. Des crimes toujours pas résolus. L'assassinat de Dadaï, le président du Burundi. Qui était derrière? Peut-être pas seulement des Burundais. Les infiltrations des Interahamwe. Est-il vrai que le FPR infiltrait les Interahamwe? Avait intérêt donc à ce que l'opinion se radicalise et que les attitudes
se radicaliser. L'échec de l'Europe, bien sûr, dans ces questionnements, il y a beaucoup de place aussi pour le rôle des Français et des Belges. Les Français étant les Hutus, et les Belges les Tutsis. Donc, opposition ethnique transposée à l'Europe. Donc, je fais le procès de nous-mêmes et des Européens eux-mêmes. Comment se fait-il que la France et la Belgique n'aient pas pu peser davantage sur un processus? Bien sûr, le processus de paix et de réconciliation et de réforme devait être mené surtout, était en premier lieu la responsabilité des Rwandais, bien sûr, mais un accompagnement moins ambigu, plus clair, plus engagé de l'Europe, avec la Belgique et la France en tête, nous n'y avons pas assisté, malheureusement. Mais pourquoi? Quels étaient les motifs derrière, aussi bien du côté belge que du côté français? Le rôle des anglo-saxons, administration clé. Il y a lieu de continuer et d'approfondir l'enquête, essayant de savoir quel rôle a été joué par l'administration, par d'autres membres permanents du Conseil de sécurité, y compris les Anglais. L'attentat du 6 avril, bien sûr, qui est responsable de l'attentat du 6 avril. La durée du génocide, ça n'a duré que 3 mois. Est-ce que les FPR ne disposaient pas de suffisamment de moyens militaires pour arrêter plus tôt le génocide? Voilà, beaucoup de questions pour en déduire que l'indignation sélective a fait son temps. La lutte contre la banalisation et la simplification extrême doit être poursuivie afin que chaque ronde, sans exception aucune, ait le droit de faire le deuil de ses prochains. Et une attitude de compassion authentique guidera également la recherche de la vérité. Non seulement pour déterminer dans quelle pièce nous avons joué, comme je le disais, mais pour nous libérer aujourd'hui des ambiguïtés, des présentations unilatérales et des simplismes polarisants. Mais je parle aussi de dialogue. Là-dessus, je voudrais terminer. Le dialogue fait défaut actuellement. Le dialogue est absolument nécessaire entre Rwandais du Rwanda, en premier lieu, au Rwanda où il n'y a pas de liberté d'expression, où il n'y a pas de liberté d'association, c'est droit. Je ne dis pas qu'ils soient inexistants, ils sont bafoués. Il manque un espace politique de dialogue au Rwanda, à commencer par le Rwanda. Un dialogue avec et entre les Rwandais de la diaspora, en nombre, vous comme nous, avec et entre les voisins africains. Pourquoi pas parler davantage d'intégration économique qui pourrait déboucher sur des complicités politiques pour avoir une région des Grands Lacs apaisée où il y a des contrôles de part et d'autre et même des ingérences dans la vie économique de part et d'autre, mais de façon consensuelle et pas en passant par le pillage ou par des violences, par M23 interposé ou d'autres acteurs négatifs. Et bien sûr, dialogue également avec et entre les partenaires du Rwanda. Madame Brown va en parler tout à l'heure.
va certainement dire comment se fait-il que la communauté internationale est si discrète, silencieuse devant ce qui se passe au Rwanda et au Congo. La balkanisation du Congo est-elle en voie de réalisation? Qu'est-ce qui se passe? Quelle indignation? À quel type d'indignation pouvons-nous et devons-nous nous y attendre dans les jours et les semaines et les mois qui viennent? Il est temps que la communauté internationale, et pas seulement le Conseil de sécurité, que l'Europe, que les grandes puissances et petites puissances internationales qui décernent l'intérêt d'une bonne convivialité entre l'Europe et l'Afrique, s'indignent devant ce qui se passe au Rwanda et aux frontières, au-delà des frontières du Rwanda. Voilà, être à l'écoute, s'engager dans un véritable échange respectueux, décrispé et inclusif, dans un esprit de respect mutuel, avec dignité, humilité aussi, honnêteté, sans dénigrer ou calomnier l'opinion de l'autre en qualifiant cette opinion de subversive, révisionniste, négationniste. Mesdames et messieurs, il y a trop de slogans, trop d'injures, trop de mépris. Et ce dialogue dont je parle ne doit pas être complaisant ou accommodant pour autant, parce que nous parlons de la lutte contre l'impunité. Il faut surtout que ce dialogue soit franc et honnête. Je ne veux pas plaider non plus pour un dialogue qui suspend ou bloque toute initiative judiciaire. Le dialogue ne se substitue pas à un processus de sanction, mais pourrait contribuer à en promouvoir les possibilités et à en arrêter la modalité. Donc, je plaide, bien sûr, pour ce dialogue entre Rwandais, avec des Rwandais, mais aussi pour une diplomatie plus assertive, plus courageuse. Une régénérescence de la foi dans le respect des droits de l'homme. Je trouve que la communauté internationale, les Nations Unies, l'Europe, l'Afrique, parlent trop peu de droits de l'homme. Les années de Jimmy Carter, les années 80, 90 sont un peu révolues. Là, la communauté internationale était beaucoup plus animée, motivée pour parler des droits de l'homme. Le procès aussi, ça va mieux. Les droits de la défense. La Belgique a constaté que les droits de la défense n'ont pas été respectés, que Rusesabagina n'a pas eu droit à un procès équitable. Mais on voudrait que ce souci de défense des droits de l'homme se déclare de façon beaucoup plus manifeste, beaucoup plus explicite et de façon beaucoup plus concertée. La disparition de Kizito. J'ai même eu à regretter que nos propres médias n'en parlent pas. Notre politique, notre diplomatie, la diplomatie, bien sûr, a aussi des méthodes plus discrètes, même secrètes. Si on n'entend pas la diplomatie, je le corrige en tant qu'ancien diplomate, ne veut pas dire que la diplomatie n'agit pas. La diplomatie est parfois beaucoup plus efficace en travaillant dans les coulisses, dans le secret. Mais de temps à autre, la diplomatie a aussi le devoir d'expliciter, de dialoguer et de communiquer. Mais ici, lors de la disparition de Kizito, même nos propres médias, à quelques exceptions près, n'en parlaient pas.
Et puis, oui, voilà, comme ça, je parle également de notre société civile. Vous vous souvenez des déboires qu'a eu Madame Jody Weaver pour avoir son livre traduit en France. C'est malheureux. Comment des maisons d'édition sérieuses se prêtent à des politiques aussi malhonnêtes, aussi mesquines, qui ne contribuent pas ni à la vérité, ni au dialogue. Je vous remercie de m'avoir écouté. Juste un petit témoignage. Je n'ai pas épuisé le débat, mais la vérité, la recherche de la vérité et la recherche des possibilités de dialogue, je crois que si cette dynamique accompagne la lutte contre l'impunité, je crois que cette lutte sera d'autant plus durable et efficace. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Johan Swinen. Je rappelle à ceux qui nous écoutent, il y a des gens qui nous écoutent même sur le Zoom, que l'ambassadeur Johan Swinen a été ambassadeur au Rwanda pendant la guerre du FPR dans les années 90. Il a expliqué en fait son parcours pendant ce temps-là et combien la diplomatie justement a joué un rôle important dans le conflit.